J'aimerais donc commencer par justifier le titre qui a été choisi. Le justifier parce qu'il présente un certain nombre de paradoxes qui vont me permettre de mettre en évidence la spécificité de la situation coloniale irlandaise et donc l'intérêt pour l'historien d'explorer la dimension irlandaise du chartisme. Déjà, le premier paradoxe, c'est d'avoir le concept de home colonization, donc de colonisation domestique, pour parler de l'Irlande. Et donc cela nous invite à interroger la vision chartiste de la situation irlandaise. Est-elle envisagée comme une colonie, ou bien les chartistes considèrent-ils l'Irlande comme faisant partie du territoire national? Le second paradoxe, c'est celui de choisir de parler du Land Plan, donc qui désigne la nouvelle stratégie mise en place par la direction chartiste, notamment Fergus O'Connor, après l'échec de l'agitation exclusivement politique, et donc qui consistait à installer sur la terre des ouvriers, donc industriels, donc dans de petites exploitations agricoles, en leur attribuant des fermes par tirage au sort. Or, ce plan n'a jamais été appliqué en Irlande. Les seules colonies à avoir été installées l'ont été dans deux régions britanniques, le Hertfordshire et le Worcestershire. Donc, a priori, l'Irlande peut sembler absente de ce Land Plan, et ce, malgré l'origine irlandaise de son principal inspirateur, Fergus O'Connor. C'est donc cette absence apparente de l'Irlande dans le projet agraire des chartistes que j'aimerais en partie discuter ici. Donc, en définitive, le sens de cette intervention aujourd'hui, c'est d'interroger la relation complexe qui lie le chartisme à la relation coloniale irlandaise à travers une entrée par l'environnement et notamment par la question de la mise en valeur des friches. On parle alors de wastelands. Un bref point historiographique, donc ce sont des ouvrages qui sont assez anciens mais qui sont néanmoins classiques sur la question de l'Irlande dans le chartisme. Je vais notamment évoquer les travaux de l'historienne du chartisme Dorothy Thompson. Donc elle a écrit de nombreux ouvrages, mais parmi ceux où elle évoque la question des relations entre le mouvement chartiste et l'Irlande et les Irlandais, il y a notamment donc The Chartist Experience et Outsiders. Sur la même question, il y a également un article de Rachel O'Higgins dans la revue Past and Present. Et donc tous ces travaux mettent en évidence la réalité d'une collaboration entre les militants chartistes et les ouvriers irlandais émigrés en Grande-Bretagne. Et également la possibilité, qui a certes avorté, mais d'une collaboration entre le mouvement national irlandais et la lutte chartiste. Autre tradition historiographique dans laquelle je vais m'inscrire ici, notamment sur la question agraire, donc les travaux de Malcolm Chase, qui est à la fois un des spécialistes récents du chartisme. Il a écrit au début des années 2010 A New History du chartisme, donc une sorte de synthèse récente, et donc The People's Farm, qui est une histoire du radicalisme agraire britannique fin 18e, début 19e. Donc, dans la continuité de ces travaux, il s'agira dans un premier temps donc, d'interroger le regard chartiste sur la situation coloniale irlandaise, en restituant la place de l'Irlande dans un débat plus global au sein des chartistes sur ou bien colonisation domestique ou bien émigration coloniale. Dans un deuxième temps, nous étudierons la présence, malgré tout, de l'Irlande dans la réflexion d'O'Connor sur le Land Plan. Et dans un dernier temps, nous étudierons cette fois-ci les projets de réforme agraire prônés par O'Connor et Bronter O'Brien, qui est un autre dirigeant chartiste irlandais, sur la mise en culture des friches irlandaises. Un bref point sur les sources qui seront utilisées aujourd'hui. Elle s'appuiera essentiellement donc, sur la presse, donc notamment l'organe central du chartisme, qui est le Northern Star, sur des sources imprimées, notamment le manuel d'agriculture qui est rédigé par O'Connor pour accompagner son plan agraire, et également l'étude des discours parlementaires, puisque donc toujours O'Connor sera le seul chartiste à être élu à la Chambre des communes, et donc ce sera une sorte de voix parlementaire du chartisme en Angleterre. Donc tout d'abord, dans l'Empire britannique des décennies 1830-1850, le mouvement radical, dans sa globalité, donc qu'il soit oweniste, chartiste ou simplement jacobin, est confronté à une alternative. Face au ravage du paupérisme, face au chômage de masse causé par le machinisme, doit-on encourager l'émigration vers des terres prétendument vierges à l'étranger, ou bien au contraire revendiquer la mise en culture de vastes étendues de terres encore disponibles sur le sol national? Donc en opposition avec les économistes malthusiens, en opposition avec les compagnies d'émigration qui commencent à se former, en opposition même avec certains des leurs, la majorité des radicaux et des chartistes privilégient la voie de la home colonization, donc de la colonisation domestique. Leurs arguments, qui sont largement diffusés dans leur presse, reposent sur une idée simple, à savoir que la terre et le travail sont les deux seules sources de valeur, les deux seules sources de richesse. Or, en Grande-Bretagne comme en Irlande, des millions d'hectares restent en friche ou sous-exploités, notamment faute de recours aux engrais naturels.
Donc, s'appuyant notamment sur les travaux de l'économiste écossais John Ramsay MacCulloch, les radicaux affirment que si toutes les terres étaient cultivées aussi efficacement que les meilleures propriétés, elles pourraient nourrir une population 4 fois supérieure à son chiffre actuel, ce qui résout ainsi le problème de la surpopulation qui ne se révèle donc que relative. Cet argumentaire est repris par les chartistes, notamment Fergus O'Connor, qui décide de l'appliquer aussi à la situation irlandaise, qui est confrontée à des problèmes similaires, mais aggravés par le rapport colonial entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Donc, dans une série de lettres qu'il rédige à l'été 1841 dans le Northern Star, O'Connor dénonce la monopolisation de la terre par des propriétaires fonciers, le plus souvent absentéistes, qui préfèrent transformer leur vaste domaine en pâturage pour moutons, plutôt que de les louer à des paysans qui seraient capables de les fertiliser, de les améliorer. Ce qui aboutit selon lui à la constitution artificielle d'une population excédentaire qu'il évalue entre 8 et 9 millions d'habitants. Or, comme il le rappelle, si la terre irlandaise était convenablement cultivée, elle permettrait de nourrir plus de 4 fois, il reprend le chiffre canonique de l'argumentation radicale, plus de 4 fois son nombre actuel. L'Irlande, encore plus que l'Angleterre, subit donc le fléau du landlordism, c'est-à-dire la mainmise d'une aristocratie héréditaire sur la terre et sur le pouvoir politique. Une aristocratie qui est d'ailleurs issue en grande partie de la politique britannique de plantation menée à l'époque moderne. Donc cette conscience qu'a O'Connor de la domination britannique sur l'Irlande est ancienne. Elle précède son orientation chartiste, puisque avant d'être l'un des principaux dirigeants chartistes, O'Connor a été représentant du comté de Cork, donc on est ici au sud-ouest de l'Irlande, à la Chambre des communes entre 1832 et 1835. Il était alors un des partisans des thèses de Daniel O'Connell, qui est donc la figure de proue du mouvement national irlandais à cette époque. Dans un discours prononcé le 18 février 1834, qui est consacré à une proposition d'abrogation des actes d'union, donc qui unifiait le royaume de Grande-Bretagne et le royaume d'Irlande en 1800, O'Connor dénonce la politique britannique en Irlande en s'appuyant sur une pétition d'habitants de la ville de Cobh, donc une ville de son comté. Et donc cette pétition montre comment l'union entre les deux territoires a appauvri cette ville alors qu'elle était autrefois florissante et prospère. Notamment, l'union entre les deux territoires a encouragé, incité les propriétaires fonciers locaux à privilégier les marchés britanniques, donc à exporter en priorité ces productions au détriment des marchés locaux. Donc les autorités britanniques et irlandaises présentent la croissance des exportations comme un signe de prospérité, mais O'Connor rétorque à cela que cette exportation se fait au détriment des Irlandais qui deviennent incapables d'acheter leur propre nourriture. Donc une brève citation, il dit « Ce n'est pas un signe de prospérité pour un pays d'exporter toute sa nourriture alors que la population meurt de faim chez elle. » Donc cet intérêt pour la question agraire articulé à la question nationale ne disparaît pas avec l'entrée d'O'Connor dans le chartisme. Il est réélu député en 1847 à Nottingham, donc une circonscription britannique cette fois-ci, qui vote traditionnellement pour les radicaux. Et donc, pendant son mandat parlementaire, il continue de lier question nationale et question agraire. Et donc, par exemple, dans un discours du 23 novembre 1847, il s'interroge rhétoriquement, je le cite, « Comment se fait-il qu'avec un climat clément, un peuple industrieux et un sol fertile, les Irlandais, à l'ère du progrès, aient pris autant de retard par rapport à d'autres nations moins favorisées ?» Sa réponse demeure invariablement la même dans chacune de ses interventions. C'est parce que le paysan irlandais n'a aucun intérêt à améliorer sa terre. Non pas parce qu'il serait par nature oisif ou paresseux, comme le démontre à contrario le caractère laborieux des émigrants irlandais en Grande-Bretagne, mais parce que toute hausse de productivité de la terre s'accompagnerait nécessairement d'une hausse de la rente qui est due aux propriétaires. Et donc O'Connor le dit clairement, dès qu'un paysan devient industrieux en Irlande, il scelle pour ainsi dire son propre destin, ruine ses perspectives d'avenir, il découvre rapidement à ses dépens qu'il travaille pour un autre et non pour lui-même. La solution consisterait donc à donner aux classes laborieuses un accès massif à la terre et de créer des conditions favorables qui les incitent à la cultiver, à l'améliorer. Donc pour O'Connor, c'est un autre de ses discours, il n'est pas pertinent de parler de surpopulation, d'émigration ou de loi sur les pauvres tant qu'il reste un seul acre de terre non cultivé dans le pays. Si une fois la terre cultivée au maximum, l'émigration s'avérait nécessaire, j'accepterais certaines mesures de ce type, mais pas avant, affirme-t-il. Donc, pour finir sur cette partie, dans la logique chartiste, la question agraire et la question nationale sont intimement liées. Mais selon O'Connor, se contenter d'abroger l'acte d'union, ce qui est défendu par O'Connell, mais aussi par les chartistes, ne suffirait pas, car cela ne ferait que remplacer Westminster par ce qu'il appelle une chambre des propriétaires fonciers à College Green, qui est le site de l'ancien Parlement irlandais. En réalité, seule la victoire de la charte, qui donnerait aux masses populaires les moyens d'envoyer leurs représentants au Parlement,
permettrait réellement de mettre fin à la domination des propriétaires fonciers sur la terre et le pouvoir politique. Donc le Land Plan aurait pu constituer une solution à la situation décrite par O'Connor. Et pourtant, celui-ci ne fut jamais appliqué en Irlande. Donc comme je l'ai dit, parmi les 5 colonies créées, elles se trouvaient toutes en Grande-Bretagne, 4 dans le Worcestershire et la principale, O'Connorville, dans le Hertfordshire. Cependant, comme l'expliquent les 2 biographes de Fergus O'Connor, donc Donald Redd et Eric Glasgow, son origine irlandaise et ses expériences dans son pays natal ont profondément nourri sa pensée et ses projets politiques, y compris sur la question agraire. D'après eux, une partie de l'inspiration pour le plan lui vient des idées de son oncle, Arthur O'Connor, qui a publié un pamphlet en 1798 intitulé A State of Ireland. Dans celui-ci, Arthur O'Connor, prenait déjà un système de petites exploitations agricoles. Fergus reprend ce modèle, puisqu'il propose quant à lui d'attribuer aux ouvriers des lots de terre de 4 acres, donc ça fait environ 1,6 hectares si on convertit. Et donc, O'Connor réédite la brochure de son oncle et souligne dans une préface leur conviction partagée selon laquelle la prospérité et l'indépendance de l'Irlande reposent sur la combinaison entre le suffrage universel et la petite exploitation agraire. Une autre source d'inspiration, autre qu'intellectuelle de ce projet, c'est l'activité d'O'Connor lui-même comme cultivateur sur sa propriété de Fort Robert, donc toujours dans le comté de Cork. Donc c'est une propriété isolée à l'intérieur des terres, mais qui dispose d'une superficie relativement conséquente. Et donc sur ces terres, O'Connor apparaît dès ses débuts comme un propriétaire foncier réformateur. Ses voisins donc soulignent que par exemple, il décide de vendre immédiatement ses productions de pommes de terre sur le marché, au lieu de, comme les autres propriétaires, de constituer des stocks afin de faire hausser les prix. De même, il travaillerait directement la terre aux côtés de ses paysans. Donc cette expérience de propriétaire forge son idéal d'une société qui serait constituée de petits cultivateurs, idéal qu'il décide ensuite de généraliser, de promouvoir pour l'ensemble des travailleurs britanniques comme irlandais. Son expérience à Fort Robert influence directement le Land Plan, comme en témoigne l'analyse de son manuel d'agriculture, donc intitulé A Practical Work on the Management of Small Farms, qui paraît en 1843. Donc c'est un livre qui fait à peu près 200 pages, à visée didactique évidente, et qui vise à expliquer à un public novice, puisque urbain, comment choisir les terres, les cultiver, et donc comment bâtir une ferme. Donc on y trouve des conseils variés sur comment mettre en culture les friches, sur l'usage du fumier, sur quelle culture réaliser, et sur comment organiser une ferme type, donc, qui ferait 4 acres. Donc dans cet ouvrage, écrit sans véritable plan d'ensemble, où se succèdent donc conseils pratiques, adresses à la classe ouvrière, souvenirs personnels, O'Connor fait de temps en temps allusion à son expérience personnelle de propriétaire et de cultivateur en Irlande. Je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est dans le chapitre consacré à la mise en culture des friches, où il donne un exemple personnel de la façon dont il a dû drainer un marécage qui occupait sa propriété. Donc il écrit, je le cite, qu'il possédait 3 acres écarts de marécage, et qu'en le drainant, le défrichant et le brûlant, il est parvenu à en faire une terre tout à fait fertile. Dans son état d'origine, elle ne valait pas 1 shilling l'acre, alors qu'aujourd'hui, c'est le terrain le plus précieux que je possède. On peut donner un autre exemple encore plus significatif, dans la mesure où O'Connor s'appuie sur son expérience personnelle pour démontrer la pertinence d'un des principes majeurs de la vision agraire des radicaux, à savoir la supériorité de la culture à la bêche sur la charrue. L'inspirateur de cette conception est le radical anglais William Cobbett, donc qui avait prôné la supériorité de la culture à la bêche dans son Political Register dès 1827. Donc au lieu d'utiliser la charrue, donc une machine qui remplace le travail humain, Cobbett avait recommandé l'utilisation exclusive de la bêche. Il écrivait alors « Tout ce qui peut être fait par des roues, par le fer, par l'acier, par le bois, par les chevaux, a été fait par eux, donc ceux à qui ils s'opposent, c'est-à-dire à la fois, surtout les grands propriétaires, comme si leur but était d'affamer les classes laborieuses jusqu'à leur extinction. » Donc ainsi, O'Connor raconte comment, sur ces terres, il est parvenu à cultiver de l'orge sur une terre apparemment stérile, en ayant surtout recours à la bêche. Et comment il est parvenu à récolter cette culture en l'espace d'une journée, alors que traditionnellement on doit y consacrer 4 à 6 jours. Pour expliquer ce qui lui apparaît comme un véritable succès agricole, O'Connor explique comment la culture à la bêche lui a permis donc de creuser la terre comme un potager, de rendre celle-ci aussi fine que possible, et la surface également aussi plane que possible. En outre, et c'est selon lui là que réside l'avantage déterminant de la bêche, celle-ci est la seule à pouvoir obtenir une couverture uniforme du sol.
Donc il reconnaît certes que cette méthode exige une main-d'œuvre conséquente et beaucoup de temps de travail, mais il y voit donc la nécessité d'avoir un système de petites fermes plutôt qu'un système de grands domaines. Donc, en définitive, une part essentielle de l'argumentation d'O'Connor dans ce manuel repose sur ce qu'il présente comme sa réussite comme cultivateur en Irlande. L'expérience de Fort Robert apparaît donc centrale dans l'élaboration du Land Plan, même si ce dernier est pensé comme exclusivement britannique. Le tropisme britannique du Land Plan n'empêche d'ailleurs pas les dirigeants chartistes d'origine irlandaise, donc O'Connor qu'on a beaucoup évoqué, mais aussi James Bronter O'Brien, de concevoir également des projets de mise en culture des friches irlandaises. Donc pour connaître les projets d'O'Connor, on dispose évidemment de ses discours à la Chambre des communes et de sa longue lettre déjà évoquée, parue dans le Northern Star. Dans ses discours parlementaires, il résume ses revendications. Il faut selon lui donner aux paysans irlandais locataires des baux perpétuels et des loyers en nature. À défaut, la paysannerie restera menacée de misère, voire de famine, et les propriétaires, comme le gouvernement, seront soumis à des révoltes incessantes, malgré la succession des Coercion Bills destinés à les réprimer. O'Connor propose ainsi régulièrement des projets de loi fixant les devoirs respectifs des propriétaires comme des locataires. Donc il ne propose pas de supprimer la propriété foncière, comme on l'en accuse alors, mais d'obliger les propriétaires à adapter la rente à l'état des récoltes. Dans le même temps, comme compensation, il faudra que les locataires s'acquittent de leur loyer ou bien quittent la terre. Donc il est évident qu'O'Connor ne cherche pas à engager une confrontation politique avec les propriétaires fonciers, mais bien plutôt à les convaincre que leurs intérêts rejoignent ceux de leurs locataires. Donc je le cite encore, les propriétaires fonciers d'Irlande avaient géré leurs biens selon la science de la politique plutôt que selon la science de l'agriculture. Leur objectif principal avait été d'obtenir des évêchés ou des commissions dans l'armée plutôt que de s'efforcer d'améliorer leur domaine. En réalité, il faut donc convaincre locataires comme propriétaires que leur intérêt commun réside dans l'amélioration du sol. Donc assez ironiquement, celui qui était partisan de la force physique lorsqu'il s'agissait d'imposer la charte se fait ici partisan de la force morale pour résoudre la question agraire. Donc cette stratégie pacifique, fondée sur la persuasion, transparaît particulièrement dans sa lettre à l'été 1841, adressée aux propriétaires fonciers irlandais, dans laquelle il revient sur ce qui est alors son idée fixe, installer donc les ouvriers et les cultivateurs sur de petites propriétés indépendantes. Il propose ainsi que l'État rachète environ 15 millions d'acres, donc ce qui fait à peu près 6 millions d'hectares, pour la somme de 20 millions de livres aux propriétaires. Il s'agirait de créer un nouveau poste, celui de ministre de l'Agriculture, qui devrait louer ses terres à raison d'une rente de 1 shilling 4 pence par acre pour des lots de 15 acres. En outre, un capital initial de 100 livres devrait également être fourni à chaque locataire pour permettre donc les débuts de la mise en culture. Pendant les 10 premières années, la rente annuelle serait de 5 livres, ce qui couvrirait donc le prix de la terre et les intérêts. Pendant les 11 années suivantes, le fermier devrait désormais rembourser 10 livres par an, la dette étant éteinte au bout donc de 21 ans. Il n'aurait plus alors qu'à payer la très faible rente foncière. Ce système, selon O'Connor, permettrait de donner des terres à d'abord 7, puis ensuite 15 millions de personnes, résolvant ainsi le problème de la surpopulation, tout en améliorant la qualité du sol. On peut évoquer un autre projet de réforme agraire d'un autre dirigeant chartiste qui diffère radicalement de celui d'O'Connor, en ce sens qu'il rejette la petite propriété. O'Brien expose ses propres conceptions dans son journal, le Bronter's National Reformer, qui paraît en 1837. Dans ce journal, il consacre de nombreux articles à ses propositions de transformation des rapports fonciers. Donc celle-ci sa réforme agraire repose sur 4 principes. Le premier, c'est que la terre doit appartenir non pas à des propriétaires individuels, mais à l'État ou à la nation. En deuxième lieu, et en conséquence, c'est la nation qui doit louer les terres et percevoir la rente foncière. Troisième principe, donc toujours cohérent avec les précédents, c'est à l'État de fixer les conditions de culture, donc c'est-à-dire quelle doit être la taille des parcelles, quelle partie consacrée à l'agriculture ou à l'élevage et au pâturage, et également l'État qui doit fixer les conditions d'octroi du bail et fixer la rente. Le dernier principe, enfin, est que la terre appartient à toute la communauté dans la mesure où l'État, notamment l'État à l'issue de la charte, représente l'intérêt général de la société. Donc si l'État est propriétaire de la terre, cela signifie que chaque individu est par là même propriétaire lui aussi d'une partie du sol. Et donc selon O'Brien, avec ce système, toute plus-value du sol, par exemple en découvrant des mines ou en érigeant des constructions sur le sol, donc ce qui améliorerait ce qui serait une amélioration de celui-ci, reviendrait non plus à quelques privilégiés, mais à la communauté tout entière.
Et donc O'Brien oppose explicitement ce projet de réforme agraire à ceux qui sont également défendus par d'autres groupes radicaux et qui consistent à partager un partage égalitaire de la propriété entre les paysans. Selon O'Brien, ce système a déjà été réalisé en France à l'issue de la Révolution de 1789. Et s'il constate que la situation des paysans s'est améliorée, puisqu'on est passé d'une poignée de propriétaires à environ 4 millions de petits paysans, la situation des classes laborieuses en général n'a pas du tout progressé. Je le cite, « Leur pauvreté et esclavage ayant seulement augmenté en même temps que le nombre et la petitesse de leurs nouveaux maîtres. » Donc pour O'Brien, et je finirai ici, seule l'appropriation collective de la rente par la nation démocratiquement constituée grâce à la charte permettra de résoudre durablement le problème du paupérisme. Donc juste, je n'ai pas le temps pour la conclusion, mais simplement une dernière citation qui est beaucoup plus tardive, mais qui montre aussi que ce débat entre colonisation et émigration d'un côté ou mise en valeur du territoire national est également présent dans l'Empire français. Et beaucoup de socialistes, en fait, préconisent, plutôt que d'aller émigrer et coloniser à l'étranger, de coloniser la France. Donc il y a cette citation que des chartistes auraient très bien pu dire dans leur contexte. Combien de millions d'hectares de terrain à conquérir, à défricher, combien de mines inexploitées, combien de richesses inutilisables.